Bonjour à tous, 8h10, l'heure du grand invité dans la matinale RCF. Alors que les chrétiens sont appelés à vivre un mois pour la création, alors que la forêt amazonienne continue de brûler, alors que les grands de ce monde commencent à intégrer l'urgence écologique, notre grand invité ce matin est un amoureux de la nature, un journaliste engagé pour défendre notre lien avec la terre, un homme qui pense que l'écologie est aussi une question de spiritualité. Bonjour Éric de Kermel. Bonjour. Vous êtes le directeur de Terre Sauvage, le magazine qui explore notre lien avec la nature. Vous êtes aussi écrivain. Vous venez de publier chez Erol votre 3e roman, Mon cœur contre la terre. C'est un premier roman dédié à l'écologie pour vous. C'est un récit initiatique, l'histoire d'une jeune femme qui renoue avec la nature alors qu'elle en était une spécialiste. On va d'abord commencer par parler de Terre Sauvage. Terre Sauvage est réputée pour la beauté de ses photos qui nous montrent des paysages souvent à couper le souffle. Le dernier numéro nous parle de la nature américaine. C'est par l'émerveillement que nous réussirons à prendre conscience de ce qui est en train de se passer ? En tout cas, c'est le parti pris de Terre Sauvage. C'est-à-dire que notre conviction, c'est que pour avoir envie de protéger quelque chose, il faut un minimum l'aimer. Et qu'il est difficile d'aimer la nature ou de protéger la nature si on ne va pas à sa rencontre. Certains ont le privilège de vivre dans la nature, de la côtoyer, de voyager. D'autres vont vivre cette relation à la nature par le biais d'un tiers. En l'occurrence, c'est la fonction de Terre Sauvage. C'est le premier magazine de nature. Ça fait plus de 30 ans qu'il existe. Et le choix du magazine, c'est de raconter cette relation à la nature de façon sensible par l'image. Donc on travaille avec des photographes du monde entier que l'on envoie sur le terrain ou qui nous envoient eux-mêmes leurs reportages. Et on a parfois, j'allais dire, le constat que l'on fait, et c'est celui que moi j'ai pu faire en travaillant au sein de Terre Sauvage, c'est que ces images, au fur et à mesure du temps, elles nous racontent quand même une histoire qui ne se passe pas très bien. Et donc, même si on... Vous avez vu à Terre Sauvage notre planète s'abîmer ? Moi, j'ai vu à hauteur d'une quinzaine d'années, j'ai vu notre planète s'abîmer. Je l'ai vu à la fois au bout du monde, en voyageant dans des milieux qui étaient des milieux qui ont été réellement dégradés. Vous pensez à quoi ? Je l'ai vu aussi en France. Vous pensez à quand ? En France, par exemple, moi, quand j'étais petit, que je prenais un masque et un tuba et que je plongeais dans la rade de Toulon, je voyais une faune, je voyais une végétation sous-marine. Aujourd'hui, dans la rade de Toulon, je vois des pneus, je vois des déchets en 15 ans. C'est la même chose quand vous allez dans des pays d'Afrique où il y a 25-30 ans, il n'y avait pas encore les fameux sacs plastiques que nous avons nous-mêmes amenés dans ces pays-là. Or aujourd'hui, vous avez des milieux qui sont dévastés de sacs plastiques et dont on sait que tous les déchets que l'on produit sur Terre, ils vont ensuite dans les océans. Donc la difficulté à Terre Sauvage, elle est à la fois pour nous de tenir, et on y tient particulièrement, ce propos de l'émerveillement, mais parfois on est quand même obligé de tirer le signal d'alarme parce que cet émerveillement, il est aujourd'hui fortement menacé par les comportements humains. Vous avez le sentiment que nous avons oublié la beauté de la nature ? J'ai le sentiment d'abord que comme on est une population à la fois au niveau mondial et au niveau français qui est aux 2/3 aujourd'hui en France urbaine, et que l'on a par ailleurs cette population qui n'est pas été... il y a eu une forme de chaînon manquant. Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais des grands-parents, j'avais des oncles et tantes qui me donnaient l'occasion d'aller au contact de la nature. On allait à la campagne 1, 2, 3 fois par an. Et du coup, on voyait et on ressentait de façon extrêmement sensible cette nature, comment poussent les fleurs, le fait que les fleurs donnent des fruits. On ramassait des tomates au potager. Donc il y avait cette relation qui n'était pas une relation qui passait par le cerveau, qui était vraiment une relation sensible. Aujourd'hui, mes enfants, ils ont eu des parents urbains, des grands-parents urbains. Et donc, du coup, leur relation à la nature, elle est beaucoup plus rare qu'elle ne l'était de notre temps. Et du coup, ce qui se perd, c'est cette façon sensible d'être en relation à la nature. Ça devient pour eux une leçon, ça devient pour eux, j'allais dire, des sciences naturelles, donc quelque chose qu'il faut apprendre. Il faut apprendre parce qu'on va être noté à la fin de l'année sur cet élément qu'il aura fallu apprendre. Et du coup, ces éléments-là, ils vont être temporairement dans la mémoire de celui qui va l'apprendre, et puis après, ils vont l'évacuer parce que l'année d'après, c'est plus au programme. C'est une connaissance parmi d'autres Voilà, une connaissance parmi d'autres. Et donc, du coup, cette dimension sensible, elle me semble
extrêmement manqué. En plus, ça, c'est ce qui s'est rajouté à cela, c'est qu'aujourd'hui, pour des raisons d'hypersécurité, il est beaucoup plus compliqué qu'avant d'emmener des enfants en classe verte. Il est beaucoup plus compliqué d'organiser des sorties dans la nature. On a coupé des arbres dans les cours d'école parce qu'ils faisaient tomber des feuilles mortes et qu'on glissait sur les feuilles mortes. On a remplacé la terre dans les cours d'école par des revêtements artificiels. Donc du coup, il y a une relation à la terre, notamment une relation à la terre de nos enfants qui est une relation rare. Et donc il y a quelque chose de fondamental à permettre cette relation d'exister à nouveau. Je dis souvent, je pense qu'on a des enfants qui touchent un écran avant même de toucher la terre, qui vont toucher un écran avant même de toucher de l'herbe. Donc il y a quelque chose qui va pas là. Et vous pensez qu'il n'y a pas d'alternative? On est obligé de se réconcilier avec la terre? Ouais, il n'y a pas d'autre refuge que la nature? J'utilise ce mot réconciliation parce que par rapport à des... Qu'est-ce qui leur manque à ces jeunes qui n'ont pas touché la terre, qui n'ont pas joué avec des gendarmes, des vers de terre? Ce qui leur manque, c'est, j'allais dire, à contrario, c'est que dans un environnement urbain, et en plus dans un environnement qui est celui qu'on a développé, j'allais dire, dans notre société depuis des années, on est dans un environnement où tout est maîtrisé. Donc on a l'impression que en permanence, tout est sous contrôle. On rentre dans nos maisons, elles sont climatisées, donc il fait la même température été comme hiver. On va sur les étals des commerçants, on trouve les mêmes fruits été comme hiver. On a une circulation qui est gérée par nos feux rouges et nos feux verts. Donc du coup, on a un sentiment de quelque chose qui est extrêmement sous contrôle, comme si j'allais dire, comme si tout se passait bien. Donc du coup, il y a quelque chose d'hyper sécurisé. Il y a quelque chose qui laisse aucune part à une dimension d'étonnement, de surprise, de sauvage. Or, la nature, c'est ça qu'elle va apporter. Elle va apporter à l'enfant un milieu qui est un milieu qui d'abord ne lui veut pas de mal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence intentionnelle de la nature. Donc on est dans un environnement où il est invité à prendre simplement sa place, à regarder, à écouter, à observer. Un milieu dans lequel il se passe des choses surprenantes, je veux dire que ce soit au niveau du tout petit monde, hein, je veux dire du minuscule, des insectes, etc., mais aussi d'éléments plus importants, je veux dire que ce soit dans une forêt, je veux dire on peut avoir des sentiments ou des perceptions qui sont des perceptions intérieures beaucoup plus fortes, et du coup c'est ce rapport-là qui va se réinstaller avec l'enfant, c'est-à-dire de quelque chose dans lequel on n'est pas dans la maîtrise, on a quelque chose de plus grand que nous, dans lequel on est invité à être petit, c'est-à-dire petit en tant qu'humain, je veux dire de retrouver simplement notre place. Éric de Carmel, actuellement, la forêt amazonienne est en flammes. Comment vous réagissez quand vous voyez ces images de dévastation ? Alors moi, ça rejoint votre question précédente, c'est-à-dire que moi, ça me touche profondément, c'est-à-dire que ça me touche dans ma chair. C'est comme quand on annonce la disparition des oiseaux, c'est-à-dire c'est des choses qui m'atteignent très directement. Et parce que j'ai effectivement le sentiment d'être de la nature, c'est-à-dire d'être pas à côté, d'être pas dans une relation de domination, mais d'être de la nature. Donc du coup, j'ai l'impression que c'est que c'est mon habitat, que je veux dire que je suis touché par ce foyer, par ce feu en Amazonie. Mais encore une fois, comme je vous dis, je suis touché par la disparition de chacune des espèces. Je me souviens d'un échange que j'avais avec un chef maori il y a 2-3 ans, où il me disait, mais moi, je suis le fleuve, je suis la montagne, je suis le végétal. Et moi, j'ai profondément ce sentiment-là. C'est-à-dire, j'ai profondément de faire partie de ce vivant, de cette création, pour employer un mot chrétien, enfin quelque chose qui nous parle particulièrement à nous les chrétiens. Donc j'ai le sentiment d'en faire intimement partie. Après, cet incendie, je veux dire, de l'Amazonie, moi je le mets en vis-à-vis symboliquement de l'incendie de Notre-Dame. C'est-à-dire qu'à un moment, on a 2 forêts qui brûlent, une forêt qui est une forêt, un lieu spirituel, un lieu de prière, un lieu de relation effectivement à ce plus grand que nous. Et là aujourd'hui, on a une traduction très opérationnelle, c'est qu'on a une forêt qui brûle en Amazonie, et je pense qu'on est dans les 2 cas dans quelque chose qui relève de la même interpellation pour l'homme que nous sommes, de savoir qu'est-ce que nous faisons de notre rapport le plus complet, c'est-à-dire jusqu'au rapport spirituel que l'on entretient avec le monde vivant. Alors justement, les discours autour de notre planète sont de plus en plus catastrophiques. On parle de l'urgence écologique. Faut-il vraiment faire peur aux gens ? Alors,
Je pense que moi, je côtoie des écolos depuis très longtemps. Quand je parle d'écolo, je ne parle pas d'écolo politique, hein, je parle d'écolo scientifique. Et je pense que les écologistes, les climatologues, etc., ils ont tout essayé. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont essayé la méthode douce, à un moment, ils ont essayé que ce soit plus radical. Je me souviens du syndrome du Titanic, notamment de Nicolas Hulot. Les messages ne passent pas. Donc du coup, on est passé après dans une autre étape, et pour moi, cette étape, elle est indispensable. Elle est caractérisée par le film Demain de Cyril Dion, qui est une étape où on s'est dit aussi qu'il fallait pas seulement être en réaction par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il fallait aussi retrouver un récit, un imaginaire, quelque chose qui nous porte collectivement et qui nous donne envie d'agir. Ça a été exactement le cas du film Demain, c'est-à-dire qui racontait comment, là où se rassemblent des gens, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'urbain, dans tous les sujets qui comportent la société, là où ils se rassemblent, ils sont capables de raconter une autre histoire. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a un enjeu à une forme de lucidité, et donc il ne faudrait pas qu'on ne soit pas lucide, mais dans le même mouvement, il faut être capable de raconter quelque chose qui donne aux gens envie, donne envie à chacun, c'est-à-dire de s'engager dans quelque chose, et de participer à une forme de renouveau, une forme de réinvention de la façon d'habiter la Terre. Moi, j'aime beaucoup la phrase de Paul Éluard qui dit « Il existe un autre monde, mais il est dans celui-ci ». Simplement, cet autre monde, il faut le réinventer. Et pour ça, il faut avoir une étape de lucidité. Dans tout ce que vous évoquez... Et en même temps, il y a quand même beaucoup d'angoisse, et particulièrement chez la jeunesse, par rapport au monde qui vient. Oui, oui. Moi, j'ai vécu ça très directement cet été. J'en parlais avec un ami encore récemment, le rédacteur en chef de Terre Sauvage. On a vécu un été qui normalement est une période qui permet à chacun d'oublier ses contraintes professionnelles, de sortir de sa vie quotidienne. Or, on a vécu un été qui nous a rappelé pendant tout l'été l'urgence écologique dans laquelle nous étions. Je crois que chacun, cet été, d'ailleurs comme l'été précédent, ça fait 2 années de suite, vit dans sa chair la problématique du réchauffement climatique. Et donc, pour nos enfants, on est dans un moment où il faut trouver des questions et il faut, trouver des réponses. Trouver des réponses parce que la problématique face à laquelle ils sont, c'est de s'inscrire dans ce monde-là. C'est ce monde qui est le leur. C'est de notre responsabilité d'adulte de prendre la responsabilité de ce qui s'y passe, je dirais d'agir pour ce qui s'y passe. Ça, la réponse, c'est l'action, c'est l'engagement ? La réponse, c'est l'action. C'est pas seulement l'action, c'est-à-dire c'est aussi effectivement se reconnecter à soi-même et bien considérer, c'est ce que dit très bien le pape François dans Laudato aussi, que l'écologie, c'est pas juste notre rapport à l'environnement, c'est notre rapport à nous-mêmes, c'est notre rapport aux autres, c'est notre rapport au temps, c'est notre rapport aux écrans, quel temps on donne à la lecture, quel temps on donne à notre manière de vivre, comment est-ce qu'on ralentit nos horloges internes, comment est-ce qu'on s'écoute nous-mêmes. Si on n'a pas cette écoute, et cette écoute consciente, et notamment qui laisse une place à la spiritualité, et qu'on est seulement dans l'agir face à des problématiques environnementales, on n'y parviendra pas. Mais pour vous, on peut passer de l'émerveillement à l'engagement politique, à l'action politique ? Oui, je pense que c'est pas incompatible du tout. C'est-à-dire que je pense que l'émerveillement, il donne un levier d'action supplémentaire, il donne une envie supplémentaire de s'engager. Je veux dire, quand on découvre effectivement quelque chose de merveilleux. Mais dans ce moment-là, moi j'ai beaucoup... Enfin, depuis quelques mois, hein, je veux dire, une petite année, tout le mouvement des collapsologues, quand on parle d'effondrement, tout ça a pris beaucoup de place. Moi, j'aimerais qu'on écoute. Non, pas trop. J'aimerais qu'on les écoute, parce que, notamment Pablo Servigne, il ne parle pas d'effondrement sans parler de renouveau. On est dans la même logique que la logique de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation. Aujourd'hui, ce que nous vivons nous révèle que l'on a mal vécu et que l'on a vécu de façon inconséquente, qu'on a consommé de façon inconséquente, qu'on a mis en avant un certain nombre d'éléments qui ont été qualifiés de progrès, qui sont des progrès matérialistes. Et donc le moment dans lequel on est, il nous invite, et c'est une sublime opportunité, à reconsidérer, à faire une relecture de ces temps passés pour se rendre compte qu'elle n'est pas là, la joie. C'est pas ça qui nous rend heureux. C'est pas du côté effectivement du matériel que l'on va trouver cette joie. C'est du côté de la relation. C'est du côté de la relation à soi, du côté de la relation aux autres, du côté de la relation à nos enfants. Et donc je pense que ce moment-là, il a cette vertu d'être un temps
un temps, voilà, un kairos, comme on dit, hein, je veux dire, particulier, qui doit nous permettre ces découvertes. Alors depuis dimanche, les chrétiens sont entrés dans le mois de la création. Est-ce que vous auriez un vœu pour ce mois de la création ? Le vœu, moi, l'invitation que j'ai envie de faire à ceux qui nous écoutent, hein, c'est de prendre le temps de repenser, effectivement, dans les derniers mois que chacun a vécu, d'identifier quels sont les deux ou trois moments qui ont été les plus heureux qu'ils ont vécus. J'ai fait cet exercice il n'y a pas très longtemps avec des gens qui étaient à l'université de l'écologie intégrale où j'intervenais cet été. Et il y avait une trentaine de personnes qui étaient là, et ils se sont rendus compte que leurs pépites, les moments les plus forts qu'ils avaient vécus, c'était uniquement des moments où il y avait une qualité de lien avec les autres qui était majeure. Prendre conscience de ça, ça permet de remettre les pendules à l'heure. Merci beaucoup Éric de Kermel. Je rappelle le titre de votre roman, un roman écologique, hein, Mon cœur contre la terre, c'est publié chez Erol. Merci beaucoup d'avoir été ce matin le grand invité de la matinale RCF.